Si un incendie se déclare chez vous, vous n'allez pas rester assis sur le canapé pendant que les flammes gagnent du terrain. Vous n'allez pas non plus vous dire, tiens, je vais sortir quelques poivrons et les faire griller. Après tout, c'est l'occasion. Eh bien, figurez-vous qu'à partir des années 60, presque tous les habitants d'une ville ont réagi comme ça. Bon, d'accord, pas exactement comme ça. Mais disons qu'ils n'étaient pas vraiment inquiets alors qu'un feu se propageait littéralement sous leurs pieds. Cette histoire, c'est celle de Centralia, la ville qui brûle depuis plus de 60 ans. Maintenant, installez-vous confortablement, vous écoutez Elessar. Pour comprendre comment Centralia est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, il faut remonter le temps jusqu'en 1832. À l'est de l'État américain de Pennsylvanie, un homme accroche la pancarte de sa taverne. C'est le tout premier bâtiment de la ville qui porte alors le nom de l'établissement, Bull's Head, la tête de taureau. Les prospecteurs qui font une pause dans le saloon se rendent vite compte que le sous-sol des environs est riche. Il cache du charbon, beaucoup de charbon, et pas n'importe lequel. Du charbon anthracite, celui qui a le plus de carbone et le moins d'impuretés. Forcément, ça intéresse du monde, et en 1842, une entreprise d'exploitation minière rachète le terrain. L'un de ses ingénieurs, Alexander Ray, y déménage avec sa famille. C'est lui qui planifie la construction de la ville. Il dessine les rues et attribue chaque parcelle à tel ou tel bâtiment. Il baptise sa création Centerville. Un nom qui ne restera pas longtemps puisqu'en 1865, la Poste fait remarquer qu'il y a déjà une Centerville en Pennsylvanie. Ray doit trouver autre chose. Ce sera Centralia. Au passage, ce nom n'est pas pris au hasard. Si vous tracez une ligne droite du nord au sud de l'État en passant par Centralia, vous remarquez que la ville est pile au milieu. Les premières mines de Centralia s'ouvrent en 1856, attirant beaucoup d'hommes en quête de travail. Les débuts sont difficiles. Vivre à Centralia n'est pas le tout repos entre les incendies criminels et même les meurtres assez fréquents. Il faut dire que la ville abrite beaucoup de membres des Molly Maguires, une société secrète irlandaise qui cherche à syndiquer les mineurs. Le but est simplement d'être mieux payés et d'obtenir de meilleures conditions de travail. En soi, c'est très bien, sauf que leurs méthodes sont extrêmement violentes. Alexander Ray, le fondateur de Centralia, sera d'ailleurs assassiné par trois membres des Molly Maguires. Un jour, le groupe agresse aussi le père Daniel Ignatius McDermott, le premier prêtre catholique de la ville. Heureusement, il s'en sort, et selon la légende, il maudit Centralia en disant qu'un jour, l'église catholique de Saint Ignatius sera le seul bâtiment encore debout dans toute la ville. Vous allez voir que le prêtre n'était pas loin de la vérité. Finalement, les crimes des Molly Maguire s'arrêtent en 1877, après la pendaison de la plupart des chefs locaux. Maintenant que la situation est apaisée, Centralia prospère. Elle atteint son apogée en 1890, avec 2761 habitants. On y trouve alors 27 saloons, 14 épiceries, 7 églises, 5 hôtels, 2 théâtres, une banque et un bureau de poste. La ville ne fera jamais mieux que ça. En 1914, la Première Guerre mondiale fait chuter la population, et lors du crash boursier de 1929, plusieurs mines doivent fermer. On continue malgré tout à extraire du charbon jusque dans les années 60, avant que les compagnies mettent la clé sous la porte. Déjà parce que l'ère du charbon est terminée, mais aussi parce qu'en mai 1962, le feu de l'enfer se déclenche à Centralia. Officiellement, on ne sait pas avec certitude ce qui a causé l'incendie encore actif aujourd'hui. Officieusement, on a une très bonne idée de ce qui s'est passé. Voici l'hypothèse que presque tout le monde retient. Centralia possède une décharge publique à l'écart de la ville. En réalité, c'est un ancien puits de mine à ciel ouvert de 91 mètres de diamètre dans lequel on jette les déchets. Quand il est trop rempli, on brûle les ordures et on recommence. Très dangereux quand on est entouré de veines de charbon. Mais c'est la seule solution que les élus ont trouvée pour lutter contre les décharges illégales, au nombre de 8 à l'époque. L'État de Pennsylvanie connaît les risques lui aussi. En 1956, il fait passer une loi qui impose un contrôle régulier des puits de mine convertis en décharges. Et c'est justement lors d'un contrôle qu'un inspecteur remarque un détail inquiétant. Il y a des trous dans les parois et au fond du puits qui donnent sur d'anciennes mines abandonnées. Ce qui veut dire qu'en cas d'incendie, les veines de charbon restantes peuvent prendre feu. L'inspecteur informe un élu qu'il va falloir protéger le puits en y versant un matériau non inflammable, de l'argile par exemple, pour créer une couche protectrice. La ville fait ce qu'elle peut, mais malheureusement ce ne sera pas suffisant. Le 27 mai 1962,
Les 5 pompiers volontaires embauchés par le conseil municipal pour nettoyer la décharge mettent le feu aux ordures. Ils ont l'habitude, ils font ça chaque année. Entre parenthèses, la consigne est toujours de nettoyer la décharge. À aucun moment la ville ne dit qu'il faut brûler les déchets, mais bon, disons qu'elle ferme les yeux parce qu'elle n'a pas vraiment d'autre solution. Une fois que les flammes ont fait leur travail, les pompiers les éteignent et rentrent chez eux. 2 jours après, le 29 mai, ça brûle encore. Les pompiers arrosent de nouveau la décharge. Le 4 juin, il y a toujours le feu. On fait venir un bulldozer pour brasser les détritus et permettre l'accès aux flammes enterrées, mais rien n'y fait. Quelques jours plus tard, une découverte horrifie les gens sur place. Il y a un trou de 4,6 mètres de diamètre à la base du mur nord du puits. Pendant toutes ces années, personne ne l'a vu à cause des déchets qui le recouvraient. Résultat, il n'a jamais été protégé par de l'argile alors qu'il donne directement sur des mines abandonnées. On commence à craindre le pire. Le 2 juillet 1962, les paroissiens de l'église Saint-Ignatius de Centralia, à des kilomètres de la décharge, se plaignent de mauvaises odeurs. Celles des ordures qui brûlent, bien sûr. La situation ne s'améliore pas. Pourtant, Centralia autorise toujours l'utilisation de la décharge. En parallèle, la ville fait venir des experts pour trouver une solution. Certains sont optimistes, comme cet ingénieur qui propose juste de retirer les déchets en feu avec une pelle à vapeur, une machine servant à soulever de gros rochers ou de la terre en grande quantité. D'autres prennent des mesures en résultat inquiétants. Les vapeurs qui s'échappent du trou et des fissures de la décharge contiennent une concentration de monoxyde de carbone typique des feux de mine. Vous savez, c'est ce gaz toxique sans couleur et sans odeur qui tue chaque année une centaine de personnes en France. Centralia décide finalement de prévenir l'entreprise à qui appartiennent les mines, la LVCC. La lettre ne précise pas la cause supposée de l'incendie. On pense que si elle l'avait fait, la société aurait refusé de les aider. Le document mentionne simplement un feu, je cite, d'origine inconnue pendant une période de chaleur inhabituelle. Un groupe de travail est rapidement formé pour trouver comment éteindre l'incendie. Le 9 août 1962, la concentration de monoxyde de carbone autour de la décharge devient mortelle. Le lendemain, toute la zone est interdite d'accès. Le 22 août 1962, quasiment 3 mois après le début de l'incendie, une entreprise décroche un contrat à Centralia. Elle doit creuser autour de la décharge en feu et retirer 18 000 m3 de terre afin que l'on puisse éteindre les flammes. Par contre, interdiction de faire du forage exploratoire, c'est-à-dire des trous à certains endroits pour mesurer jusqu'où s'étend l'incendie. On commence à creuser, mais à chaque fois que le plafond d'une mine souterraine s'effondre à cause d'un coup de pelleteuse, l'afflux d'oxygène qui entre nourrit les flammes, ce qui fait bouger l'incendie plus vite que prévu. Forcément, les ouvriers n'arrivent pas à suivre. Surtout qu'ils ont le droit de travailler les jours de semaine uniquement et pendant 8 heures maximum. Les week-ends et le reste du temps, le feu avance bien sûr. Finalement, l'entreprise retire presque 45 000 m3 de terre au lieu des 18 000 prévus. Ça coûte plus cher et le 29 octobre 1962, il n'y a plus de budget, l'opération s'arrête. Quelques jours plus tard, en novembre, un nouveau projet est mis en place. Cette fois-ci, l'idée est de remplir les mines avec un mélange d'eau et de roches réduites en poudre. Les experts estiment qu'il faudra 7600 m3 d'eau. On commence donc à creuser des trous au-delà de l'incendie, là où on pense qu'il va arriver bientôt, mais le problème c'est qu'à cette époque, l'hiver est rude à Centralia, très rude. Les conduites d'eau et la machine qui sert à broyer les rochers sont gelées. Le projet prend du retard et coûte plus cher, mais on finit quand même par le lancer. Tout se passe bien jusqu'au 11 avril 1963. Ce jour-là, on remarque des fissures dans le sol à plusieurs centaines de mètres après la zone où l'eau a été injectée. De la vapeur s'en échappe, c'est le signe que le charbon brûle encore. Le projet a échoué. La même année, on creuse un genre de tranchée autour de la zone incendiée pour qu'elle s'arrête de s'étendre. Puis on la remplit avec des matériaux non inflammables. C'est un échec. On retente la même chose un peu plus tard, là aussi sans succès. Pendant une réunion de crise, une dernière idée est proposée. Creuser un immense trou pour déterrer entièrement ce qui brûle. 1,2 km de diamètre, 150 à 200 mètres de profondeur. Coût estimé de l'opération, 660 millions de dollars de l'époque. C'est plus que la valeur immobilière de toute la ville. Forcément, le projet est abandonné. À partir de là, les années passent et le feu s'étend sous les pieds des habitants de Centralia. Au total, il y a eu 8 tentatives d'éteindre l'incendie sur une vingtaine d'années, et toutes ont échoué. Les habitants de Centralia sont au courant de la situation, bien sûr. Et au début, ils ne sont pas vraiment inquiets. Certains sont même plutôt contents, comme cette habitante qui peut récolter des tomates à Noël dans son jardin naturellement chauffé, ou celui-ci qui n'a pas besoin de déblayer la neige devant chez lui en hiver. Puis ça devient beaucoup moins amusant.
En 1979, 17 ans après le début de l'incendie, le maire de Centralia, John Codington, se rend dans la station-service qu'il gère en parallèle de ses fonctions d'élu. Il ouvre l'un des réservoirs souterrains et y insère une jauge pour vérifier le niveau d'essence. Quand il la retire, il a l'impression qu'elle est chaude. Intrigué, John descend un thermomètre dans le réservoir et ce qu'il voit une minute après le laisse sans voix. L'essence est presque à 78 degrés. Et ce n'est que le début. Dans les mois qui suivent, des arbres commencent à mourir. Plusieurs habitants s'évanouissent chez eux. Le monoxyde et le dioxyde de carbone rejetés dans l'air s'infiltrent dans les maisons par les caves. Mais l'incident le plus grave, celui qui va pousser tout le monde entier à réagir, a lieu le 14 février 1981. Todd Domboski, 12 ans, est dans le jardin derrière la maison de sa grand-mère avec son cousin Eric Wolfgang, 14 ans. Les deux adolescents sont en train de réparer une moto. Quand il lève les yeux, il voit de la fumée qui s'échappe du sol un peu plus loin sur le terrain. Quelqu'un a peut-être jeté une allumette ou une cigarette encore allumée. Alors ils vont voir. C'est Todd qui passe devant. Soudain, le sol s'ouvre sous ses pieds. Il s'enfonce jusqu'aux genoux, puis jusqu'à la taille, et sent qu'il est entraîné vers le fond. Il hurle pour appeler son cousin à l'aide, et par un réflexe incroyable, il arrive à s'accrocher à une racine. S'il lâche, il disparaîtra dans un gouffre dont il ne voit même pas le fond. Des vapeurs âcres lui brûlent les yeux et la gorge. Eric s'approche et lui crie de tendre la main. Ça y est, il l'a attrapé et tire de toutes ses forces. Todd est revenu sur la terre ferme. Une fois les ados en sécurité, on fait venir des spécialistes qui prennent des mesures. Le trou fait 1,20 m de large pour 46 mètres de profondeur. Un laboratoire analyse la vapeur chaude qui émane du fond. Elle contient une concentration mortelle de monoxyde de carbone. Malgré tous ces incidents, la population de Centralia est divisée. Certains disent qu'il faut absolument faire quelque chose à propos du feu. Ça fait quand même 20 ans qu'il s'étend sous la ville. Mais d'autres pensent que ça ne les menace pas directement et que ce n'est pas la peine de s'inquiéter. Les habitants se rassemblent alors selon leurs avis. On monte à 6 groupes distincts, chacun ayant son idée du risque posé par l'incendie. C'est finalement le gouvernement américain qui tranche. En 1983, il débloque 42 millions de dollars pour relocaliser les habitants de Centralia. Éteindre les flammes n'est plus une option. Presque tout le monde accepte. Plus de 1000 personnes quittent la ville et on démolit 500 bâtiments pour éviter qu'ils s'effondrent plus tard. Centralia se transforme rapidement en ville fantôme. En 1990, elle compte 63 habitants. 2 ans plus tard, en 1992, le gouverneur de Pennsylvanie déclare l'expropriation de tous les bâtiments de la zone. Ça veut dire que les quelques résidents de Centralia doivent partir. Ils ne veulent pas, bien sûr, et tentent de faire annuler la décision, en vain. Quelques-uns finissent par céder, et lors du passage à l'an 2000, il reste 21 habitants. L'objectif est clair, la ville doit disparaître. En 2002, la poste américaine supprime le code postal de Centralia, 17 927. Et en 2009, le gouvernement commence à forcer le départ des plus récalcitrants. Au moment où j'enregistre ce podcast, il reste 5 maisons encore debout à Centralia. Les autres ont été démolies par les autorités ou se sont effondrées toutes seules quand le feu a ravagé leur sous-sol. Si vous regardez une vue aérienne de la zone, vous avez l'impression qu'il s'agit d'un genre de champ traversé par des rues pavées. Dans ce qui reste de la ville, les vapeurs mortelles s'échappent des fissures dans le bitume. Des trous dont on ne voit pas le fond se sont ouverts çà et là. Si on les explore, on trouve un amas fondu de bouteilles en plastique et de pneus, jetés il y a des années. Par endroits, les souches des arbres morts servent de cheminées surréalistes, propageant la fumée du feu souterrain qui les a brûlés jusqu'au cœur. Les quelques arbres encore debout sont devenus entièrement blancs à cause des vapeurs. Au niveau des rares entrées encore visibles parmi la végétation, on a tiré des chaînes ou pendent des panneaux indiquant Stay Out, défense d'entrée. D'autres pancartes préviennent les curieux en manque de sensations fortes qu'ils risquent de mourir à tout moment, engloutis par un trou s'ouvrant sous leurs pieds ou empoisonnés par l'air ambiant. À certains endroits, le sol est si chaud que poser une allumette dessus suffit à l'enflammer. Dit comme ça, vous pensez sûrement qu'il n'y a plus personne à Centralia. Et pourtant, en 2013, les quelques habitants qui refusaient de quitter la ville ont obtenu gain de cause. Ils affirmaient que partir n'était plus nécessaire parce que le feu s'était déplacé et que la qualité de l'air était redevenue tout à fait normale. Tous ont finalement obtenu 218 000 dollars de compensation et surtout, le droit de rester chez eux jusqu'à la fin de leur vie. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de commerce ou de cinéma à Centralia. Mais il reste une église encore debout. Pas celle de Saint Ignatius, malgré la prophétie de son prêtre un siècle plus tôt. Il s'agit de l'église catholique ukrainienne de l'Assomption de la Vierge Marie, construite en 1911. On a découvert qu'elle était bâtie sur de la pierre et pas du charbon, comme on le craignait. Aujourd'hui, c'est un lieu de pèlerinage officiel. Ce n'est pas la seule curiosité qui attire les badauds, cela dit. Beaucoup viennent voir la route 61, celle qui arrive à Centralia et traverse la ville, ou plutôt traversée.
Au fil des ans, l'incendie souterrain ouvre régulièrement de nombreuses fissures dans le bitume, ce qui oblige à construire une déviation le temps de réparer les dégâts. En 1993, on arrête les frais. Le tronçon le plus abîmé est fermé par de gros tas de terre aux extrémités, et la déviation devient officiellement la nouvelle route 61. Les piétons, eux, peuvent toujours accéder à la partie condamnée, et certains commencent à peindre sur le sol. Quelques années plus tard, on surnomme l'endroit l'autoroute graffiti. Elle est finalement recouverte de terre au début de l'épidémie de Covid-19 en 2020. Centralia a connu un dernier grand événement en 2014 avec l'ouverture d'une capsule temporelle. Si vous ne connaissez pas le principe, ça consiste à enterrer une boîte hermétique avec des objets et à la ressortir des dizaines d'années plus tard. Celle-ci a été mise en terre en 1966, avec pour consigne de l'ouvrir dans 50 ans. Mais comme quelqu'un a tenté de la voler en 2014, les habitants ne prennent aucun risque et l'ouvrent avec 2 ans d'avance. À l'intérieur, un casque et une lampe de mineur, du charbon, une Bible, des souvenirs locaux et une culotte bouffante signée par les hommes de la ville. Ils étaient sûrement loin d'imaginer que le feu qui brûlait depuis 4 ans à l'époque ferait encore rage aujourd'hui. L'incendie souterrain démarré dans la décharge publique de Centralia en 1962 brûle toujours. Les experts disent qu'il s'étale sur 15 km² environ et que s'il n'est pas maîtrisé avant, il a de quoi durer encore 250 ans. Le feu n'est pas statique. Il s'est propagé jusqu'au village voisin de Burnsville qui a dû être abandonné, et il en menace d'autres. Étonnamment, il n'a fait aucune victime en plus de 60 ans. Pas directement en tout cas. Certains vous diront que c'est lui qui a causé la mort de Ton Domboski bien plus tard. Le jeune garçon qui a failli tomber dans un immense trou ouvert sous ses pieds ne s'est jamais vraiment remis de l'incident. Il en a fait des cauchemars pendant des années, victime d'un syndrome de stress post-traumatique. Pour s'en sortir, Todd a pris des médicaments toute sa vie jusqu'à en faire une overdose en 2022, à l'âge de 53 ans. L'histoire de Centralia fascine encore aujourd'hui. Pourtant, elle n'est qu'un exemple parmi les dizaines d'endroits au destin similaire dans le monde. Ailleurs en Amérique du Nord déjà, mais aussi en Inde ou en Chine. Dans ces villes fantômes, les vapeurs toxiques qui s'échappent du sol sont les seules choses qui nous rappellent que parfois, le feu des enfers est juste sous nos pieds. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Elessar. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas manquer les prochains. Commentez-le, partagez-le, parlez-en autour de vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.